Un millionnaire a trouvé un garçon sans abri endormi sur la lunette des toilettes de son hôtel. Il a aidé le garçon jusqu'à ce qu'il découvre que le garçon avait amené quelque chose de terrible dans l'hôtel. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le bourdonnement du hall de l'hôtel était un murmure constant ponctué par le tintement rythmique des verres du bar et les rires étouffés des invités. Revenant d'une soirée, les lustres en cristal diffusaient une lueur douce sur des sols en marbre poli dont les reflets scintillaient comme de l'or liquide. Jeremy Howard traversait l'espace d'un pas mesuré. Son regard perçant balayant chaque détail, une ride dans le tapis près de la réception, un serveur réajustant sa cravate, trop souvent un concierge qui souriait de manière un peu trop mécanique. Rien ne lui échappait, il se délectait de la précision. Chaque chaise dans ces hôtels devait être inclinée juste comme il faut, chaque table dressée à la perfection. Ces propriétés n'étaient pas seulement des lieux de séjour. Elles étaient des symphonies de service où chaque détail composait la mélodie du luxe. Mais quelque chose clochait ce soir, il ne parvenait pas à identifier quoi. Ses pas le menèrent dans le couloir latéral près du hall où une entrée réservée au personnel menait vers les cuisines, les salles de stockage et les toilettes les moins utilisées. C'était plus calme ici, les bruits du hall étouffés. Jérémy ne vérifiait que rarement cette zone lui-même, ses responsables s'en chargeaient, mais cette nuit quelque chose le poussa à dévier de son chemin habituel. La porte des toilettes s'ouvrit en douceur sous son toucher. L'air à l'intérieur était plus frais, teinté de l'odeur de sol fraîchement lavé et de faibles traces de aftershave. Son regard balaya les carreaux étincelants, la rangée de lavabos, les cabines immobiles, puis il les vit une paire de petites baskets crasseuses, la semelle s'écaillant sur les bords, à peine visible sous la porte de la dernière cabine. Jérémy s'arrêta. Il n'était pas du genre à sauter aux conclusions, mais des instincts aiguisés au fil des années à lire les gens et les situations lui disaient que quelque chose n'allait pas. Il fit un pas de plus. L'écho doux de ses chaussures en cuir italien rebondissant sur les murs carrelés, il frappa légèrement. Aucune réponse. Fronçant les sourcils, il poussa la porte qui s'ouvrit. Recroquevillé contre la cuvette, les bras enroulés autour de lui comme s'il se protégeait d'un froid que lui seul pouvait sentir. C'était un garçon, un enfant, peut-être âgé de 8 ou 9 ans, trop petit pour son âge, son corps presque englouti par un sweat à capuche surdimensionné qui avait depuis longtemps perdu sa couleur. Son visage était enfoui dans le tissu de ses manches. Sa respiration était peu profonde, ses genoux repliés fermement. Jérémy se mit à genoux, expirant lentement, et, dit-il d'une voix basse. Même le garçon bougea, tout son corps se raidit en une fraction de seconde, des yeux sombres, vifs, méfiants s'ouvrirent brusquement, se précipitant vers la porte comme un animal acculé en quête d'évasion. Jérémy leva une main, paume ouverte. C'est bon, dit-il, tu n'es pas en difficulté. La respiration du garçon s'accéléra, ses doigts se crispèrent, serrant ses manches plus fort. On aurait dit qu'il calculait sa vitesse de fuite. Combien de temps avant d'être attrapé? Jérémy, qui avait négocié des accords à plusieurs milliards et affronté des requins corporatifs, savait que lorsque les mots étaient inutiles, il ne demanda pas au garçon pourquoi il était là, il ne lui demanda pas d'expliquer, il s'assit simplement sur ses talons. Attendant, le garçon ne bougea pas. Une longue minute silencieuse passa. Puis une autre. Jérémy finit par expirer et sortit son téléphone de sa poche, tapant un message. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit doucement et un membre du personnel en uniforme entra, portant un paquet de vêtements soigneusement pliés derrière lui. Un groom tenait un plateau avec une soupe chaude, un sandwich et une bouteille d'eau. Le regard du garçon vacilla entre eux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement à l'odeur de la nourriture qui l'atteignait. Jérémy remarqua qu'il prit le plateau du groom et le posa sur le sol, juste à portée de main, avant de s'appuyer contre le mur carrelé. Mange, dit-il simplement. Le garçon hésita, puis lentement, timidement, il tendit ses doigts, refermant autour du sandwich. Il ne le dévora pas, il en prit de petites bouchées mesurées, mâchant soigneusement comme s'il s'attendait à ce qu'on le lui reprenne. Jérémy ne dit rien. Quand le sandwich fut terminé, le garçon prit l'eau mais ne l'ouvrit pas tout de suite. Il regarda Jérémy, sa voix rougie par le manque d'usage. Quand il finit par parler, « Pourquoi ?» Jérémy inclina la tête. « Pourquoi quoi ? Pourquoi Medj ?» Le milliardaire l'étudia un instant. Il y avait plusieurs réponses qu'il aurait pu donner. Il aurait pu dire que c'était parce qu'il possédait cet hôtel et qu'un enfant dormant dans ses toilettes était inacceptable. Il aurait pu dire que c'était parce qu'il avait lui-même été jeune et affamé autrefois, bien que son passé soit une histoire enfermée derrière des murs que peu pouvaient franchir. À la place, il dit « parce que tu en as besoin ». Le garçon le regarda longuement, pesant les mots comme s'il en testait la véracité. Puis lentement, il dévissa le bouchon de la bouteille d'eau et prit une gorgée. Jérémy se leva et tendit les vêtements propres. « Viens te changer. Ensuite nous arrangerons les choses. » Le garçon ne les prit pas au début, mais après une autre longue pause, il tendit la main, effleura le tissu, hésitant comme s'il s'attendait à une sorte d'arnaque, quand aucune ne vint.
Il prit les vêtements et les serra contre sa poitrine. Jérémie fit un signe en direction des lavabos. « Vas-y, j'attends », les yeux du garçon jetèrent un coup d'œil vers la sortie, puis de nouveau vers Jérémie. Avec une prudence mêlée de lassitude, il se leva et se dirigea vers le lavabo. Jérémie l'observa dans le reflet du miroir, regarda le garçon qui allumait le robinet, laissa l'eau couler sur son visage, la crasse s'adoucissant et se lavant en traînées lentes et inégales. Le garçon rencontra son propre reflet, étudia les joues creusées, les deux bras maigres, la vue inhabituelle de lui-même. Dans un lieu où il n'appartenait pas, Jérémie reconnut ce regard, il l'avait lui aussi arboré jadis. Construire des hôtels et diriger une entreprise de service lui avait appris à être aimable et doux avec tout le monde, même s'ils n'étaient pas des clients. Alors que le garçon se lavait le visage avec des doigts tremblants, Jérémie s'appuya contre le comptoir et envoya un autre texto à son assistant, « Fais venir la voiture, on ne le laisse pas ici. » L'air du soir était chargé de l'odeur de la pluie, les rues encore humides d'une bruine plus tôt, la lueur des réverbères scintillait dans les flaques, déformant les reflets des voitures qui passaient. L'hôtel de Jérémie se profilait en arrière-plan, sa façade immaculée, épargnée par les aspects plus rudes de la ville. Il marchait d'un pas non précipité, ses enjambées mesurées, ses pensées plus aiguisées que d'habitude. Le garçon suivait à un pas derrière, silencieux mais alerte, sa petite silhouette ne produisant presque aucun son sur le trottoir. Jérémie avait déjà vu cela auparavant, la lassitude de quelqu'un habitué à être chassé pour devenir invisible quand cela était nécessaire et douloureusement remarqué quand ce n'était pas le cas. Ils atteignirent l'entrée du restaurant, son intérieur chaleureux diffusant une lueur accueillante face à la fraîcheur de la nuit. Juan hésita, ses yeux passant des portes en verre poli à Jérémie. Jérémie ne le pressa pas. Il se contenta d'ouvrir la porte et d'entrer, faisant confiance au garçon pour le suivre. La salle à manger était modeste comparée au luxe de L. Hôtel de Jérémie, mais elle avait un certain charme, le bourdonnement discret des conversations, le tintement des couverts et l'arôme réconfortant de viande grillée et de pain fraîchement cuit emplissaient l'air. Juan resta sur le seuil un instant de trop avant de glisser à l'intérieur, les épaules raides. Jérémie le mena à une cabine dans le coin le plus éloigné où l'éclairage était plus tamisé et l'endroit plus privé. Juan s'assit raide, ses petites mains reposant sur le bord de la table comme s'il se préparait à être prié de partir. Une serveuse s'approcha, bloc-notes en main. « Quelque chose de chaud pour le gamin », dit Jérémie en lui tendant le menu sans y jeter un regard et la spécialité pour lui. Les doigts de Juan se crispèrent, il ne parla pas mais ses yeux suivirent chaque mouvement. Comment la serveuse notait la commande, comment Jérémie s'appuyait en arrière dans la cabine, comment les autres clients mangeaient sans y penser. Les minutes passèrent dans le silence, le regard de Juan se porta sur le panier de pain que la serveuse avait laissé sur la table. « Vas-y », dit Jérémie d'un ton décontracté. Le garçon hésita puis, avec des doigts précautionneux, il prit un morceau. Il ne le mangea pas tout de suite. Au contraire, il le tint dans ses deux mains comme s'il pesait le pour et le contre. Puis lentement, il en déchira un petit morceau et le glissa dans sa poche. Jérémie fit semblant de ne pas remarquer. Leur repas arriva, un bol fumant de ragoût pour Juan, épais de viande et de légumes. Sa prise sur la cuillère était trop ferme, ses mouvements trop mesurés, de petites bouchées lentes et prudentes comme s'il s'attendait à ce que le repas disparaisse avant qu'il ne puisse finir. Jérémie ne parla pas, laissant le poids du silence s'installer entre eux, laissant le calme s'étendre jusqu'à ce qu'il ressemble moins à un piège et davantage à un espace. À mi-parcours du repas, la mastication de Juan ralentit. « Je ne vole pas », dit-il soudain, d'une voix à peine audible. Jérémie posa sa fourchette. « Je n'ai pas dit que tu le faisais. » Juan garda les yeux baissés sur la table. « Non. » Fit une pause puis « Je prends juste ce dont j'ai besoin. » Jérémie l'observa, il n'y avait aucune défensive dans son ton, juste une résignation tranquille. « Je comprends. » dit simplement Jérémie. Juan avala, son emprise sur la cuillère se resserrant. Il hocha la tête une fois mais ne semblait pas convaincu. Ils finirent leur repas en silence, lorsque la serveuse revint. Avec l'addition, Jérémie lui tendit sa carte et poussa le reste du pain vers Juan sans un mot. Le garçon hésita seulement une seconde avant de glisser un autre morceau dans sa poche. Ils sortirent. L'air était maintenant plus vif, la ville plus calme. Juan se tenait à côté de lui sur le trottoir, ses petites mains enfouies dans les manches de son sweat à capuche trop grand. Il leva les yeux une fois. Incertain, Jérémie croisa son regard. « Tu as besoin d'un endroit où dormir ?» dit-il. « Viens avec moi ?» Les épaules de Juan se tendirent, son expression ne changea pas mais Jérémie pouvait voir les pensées défiler derrière ses yeux sombres. « Je n'ai pas besoin de conditions, » interrompit Jérémie, « juste un endroit pour me reposer. C'est tout, évidemment, tu en as besoin. » Juan hésita, se déplaçant sur ses pieds, puis finalement il hocha la tête. Jérémie ne dit rien de plus. Il se contenta de commencer à marcher et cette fois Juan suivit sans hésitation. La ville se brouilla entraînée.
d'ambre et de rouge alors que la voiture de Jérémy glissait dans les rues silencieuses, le ronronnement du moteur régulier contre le calme de la nuit, des gouttes de pluie s'accrochaient au pare-brise attrapant la lueur des phares qui passaient avant de glisser dans l'oubli. Sur le siège à côté de lui, Juan était assis raide, sa fine silhouette engloutie par le cuir moelleux, les mains enfouies dans les manches de son sweat à capuche. Jérémy ne parla pas, Juan non plus. Le silence s'étira mais il n'était pas inconfortable, plutôt comme une trêve fragile, un accord tacite que les mots n'étaient pas encore nécessaires. Lorsqu'ils arrivèrent dans l'allée sinueuse, les doigts de Juan se crispèrent plus fort autour de ses manches. La maison, plus un domaine qu'une demeure, se profilait devant eux, sa silhouette encadrée par des haies soignées et des lumières de jardin tamisées. Le portail en fer forgé s'était ouvert dès le premier scan de la plaque d'immatriculation de Jérémy. Maintenant la voiture s'immobilisa en douceur sous le portique, le chauffeur sortit le premier, atteignant la porte mais Jérémy leva la main pour l'en empêcher. Juan n'avait pas bougé, il fixait l'entrée grandiose, les immenses portes doubles, les hautes fenêtres arquées reflétant le ciel nocturne. Jérémy se détacha de sa ceinture de sécurité et ouvrit sa porte. « Allez », dit-il d'une voix qui, étonnamment, fit hésiter Juan. Puis il entra dans la maison qui était silencieuse, l'air embaumait légèrement le bois ciré et quelque chose de chaud, vanille peut-être ou cannelle. Un membre du personnel apparut dans le couloir mais Jérémy secoua légèrement la tête, pas la peine de submerger le garçon. Juan fit quelques pas, puis d'autres, ses yeux parcourant les hauts plafonds, les sols étincelants, les œuvres encadrées le long des murs mais il ne s'attarda pas, il ne toucha à rien, il garda les épaules voûtées, les mains profondément dans ses poches. Jérémy le mena en contournant l'escalier principal, ignorant complètement les espaces de vie principaux. Il n'avait aucune intention de faire déambuler l'enfant dans sa maison comme un invité à un gala. À la place, il le conduisit directement vers une aile plus petite et plus tranquille, qui paraissait moins intimidante, plus vivable. « C'est ta chambre », dit Jérémy en ouvrant une porte. Juan entra prudemment, la chambre d'amis était sobre comparée au reste de la maison, mur gris doux, lit soigneusement fait, un bureau. Une commode, une fenêtre donnant sur le jardin où des lanternes tamisées diffusaient une lueur chaleureuse sur les haies taillées et les allées en pierre. Juan resta au centre de la pièce, immobile. Jérémy s'appuya contre le cadre de la porte. « La salle de bain est par là », fit-il en désignant. « Des vêtements propres dans la commode, tu peux prendre une douche, manger, dormir, tout ce dont tu as besoin. » Juan ne le regarda pas. Ses mains frémissaient légèrement à ses côtés, sa respiration était régulière mais un peu trop précautionneuse, comme s'il se préparait à quelque chose. Jérémy avait déjà vu cela, l'instinct de ne pas occuper d'espace, de ne pas trop demander. Il se détourna de la porte. « Bonne nuit », laissa la lumière du couloir allumée. Jérémy se réveilla à 2 heures du matin au son doux des planches qui craquaient. Le système de sécurité avait déjà enregistré un mouvement dans la chambre d'amis, mais Jérémy n'avait pas eu besoin de l'alerte. Quelque chose l'avait réveillé, quelque chose d'injustement déplacé pour le tirer des confins du sommeil. Il ne bougea pas tout de suite. Il écouta, de petits pas à peine audibles. Hésitant, il se leva et descendit lentement le couloir, ses propres pas mesurés et délibérés. Lorsqu'il atteignit la chambre d'amis, il trouva la porte légèrement entr'ouverte. Juan était éveillé, le garçon se tenait près de la fenêtre. Son contour à peine visible dans la faible lueur des lampes de jardin, ses mains étaient recroquevillées sur l'ourlet de son sweat, ses épaules relevées comme s'il attendait que quelqu'un le prenne en flagrant délit d'exister simplement. Jérémy expira par le nez, il ne parla pas, il se pencha contre le cadre de la porte. Croisant les bras sur sa poitrine, Juan se raidit, sentant la présence derrière lui. « Tu devrais dormir », dit Jérémy après un moment. Juan sursauta légèrement mais ne se retourna pas. « Je ne dors pas beaucoup », dit-il d'une voix calme mais posée. Jérémy ne poussa pas. « Tu n'as pas besoin de rester ici toute la nuit. Tu sais, si tu as besoin d'air, fais un tour dans le jardin. Si tu as faim, la cuisine est ouverte. » Juan resta silencieux longtemps, puis finalement « Je n'ai pas faim ». Jérémy hocha la tête, même si le garçon ne le regardait pas. « D'accord », dit-il simplement. Il ne dit pas à Juan de retourner se coucher, il ne lui dit pas quoi faire. Il resta là un instant de plus, puis se retourna et s'éloigna, laissant la porte légèrement entr'ouverte derrière lui. Le matin arriva lentement et grisonnant, le ciel était couvert, l'air humide à cause de la pluie qui persistait. Jérémy était déjà à la table de la cuisine lorsque Juan apparut enfin. Ses mouvements étaient discrets mais moins hésitants. Le garçon s'arrêta sur le seuil, son regard se porta sur la nourriture disposée sur le comptoir. Toast frais, œufs, fruits, café pour Jérémy, jus pour lui. Jérémy ne leva pas les yeux de son journal. « Servez-vous », dit-il d'un ton décontracté. Juan hésita puis se dirigea lentement vers la table, se versa un verre de jus, prit une tranche de toast et s'assit. Ils mangèrent en silence. Après quelques minutes, Jérémy posa son journal. « Tu regardes jamais le foot ?»
Juan cligna des yeux, la question surgissant de nulle part, inattendue, sans intention plus profonde. Parfois le garçon répondait, Jérémie hocha la tête. Fan des Chicago Bears, Juan plissa le nez. Jérémie esquissa un léger sourire. Bien. Une courte pause, puis, moi, j'aime les cow-boys, murmura Juan presque comme une confession. Jérémie haussa un sourcil sans commenter, il prit plutôt une gorgée de son café. Ils ont une équipe correcte cette saison, Juan haussa les épaules en mâchant son toast. La conversation s'arrêta là, mais quelque chose avait légèrement changé, à peine perceptible, comme la première ondulation à travers une eau calme. Plus tard dans l'après-midi, Jérémie trouva Juan près de l'étang au carpe koi. Le garçon était accroupi au bord, observant les poissons se déplacer paresseusement dans l'eau. Son expression était indéchiffrable, le jardin était silencieux. L'odeur de terre humide et de jasmin en fleurs flottant dans l'air. Jérémie ne dit rien tout de suite, il se tint à quelques pas, observant. Tu sais, ils disent que les carpes koi peuvent nager à contre-courant, demanda-t-il finalement. Juan hocha la tête, c'est pour cela qu'elle symbolise la résilience. Réfléchit Jérémie. Juan le regarda, ses yeux pensifs. Est-ce qu'elle s'arrête jamais de nager? Jérémie inclina la tête. Si elle s'arrête, elle coule. Juan regarda de nouveau l'eau, ses doigts frémissant légèrement contre le tissu de son sweat. Jérémie laissa le silence s'installer. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être dites à voix haute. La ville commençait à s'éveiller alors que Jérémie arrivait en voiture devant l'hôtel. La brume matinale persistait sur les rues, le bourdonnement lointain de la circulation perçant le calme. Il sortit de la voiture en s'étirant légèrement, regardant Juan qui restait près de l'entrée, les mains du garçon enfouies profondément dans les manches de son sweat. Sa silhouette toujours petite. Face à l'immensité de l'immeuble qui les dominait, Jérémie n'avait jamais été du genre à dorloter ni à fouiner. Mais le silence de Juan était différent, il n'était ni défiant ni indifférent, il était prudent, calculé. Comme quelqu'un qui avait appris que les mots pouvaient parfois coûter plus cher qu'ils ne valent, il ouvrit la porte de l'hôtel, entra sans se retourner. Après un moment, Juan le suivit. Le hall était plus calme à cette heure avec seulement quelques invités effectuant leur départ. Leurs voix étouffées pendant qu'ils échangeaient les clés et les dernières politesses avec le personnel de la réception. Juan resta à distance, ses yeux parcourant la pièce, observant le lustre qui reflétait une lumière dorée sur les sols polis, les grooms travaillant avec efficacité, les clients dont toute la vie se résumait à des valises coûteuses. Jérémie fit semblant de ne pas remarquer, il se tourna plutôt vers le concierge. Viens faire un tour, dit-il en hochant la tête en direction des couloirs réservés au personnel. Juan hésita, puis le suivit. Ils traversèrent les corridors réservés au personnel où les murs étaient alignés de casiers et de chariots d'hôtel. Les pas de Juan ralentirent légèrement lorsqu'ils approchèrent de l'entrée de service où un groom chargeait une série de sacs sur un chariot. Jérémie remarqua combien les yeux de Juan s'attardaient. Tu as déjà porté des bagages? demanda-t-il d'un ton décontracté. Juan leva les yeux, méfiant. Ouais, Jérémie fit un geste en direction du groom. Veux-tu essayer? Pendant un moment, Juan sembla incertain s'il s'agissait d'un test, mais après un instant, il s'avança et saisit l'un des sacs plus petits. Il était plus lourd qu'il ne s'y attendait mais il s'ajusta rapidement, le transférant sur le chariot avec une aisance pratiquée. Le groom lui jeta un regard curieux mais ne commenta pas, se contentant de hocher la tête en approbation. Jérémie observa en silence leur progression vers le couloir principal. Juan resta proche, sa posture légèrement plus détendue qu'auparavant. Jérémie le conduisit vers le café où ils trouvèrent une cabine discrète dans un coin. L'endroit était chaleureux, l'odeur de pâtisserie fraîche emplissant l'air, l'effervescence du matin n'ayant pas encore commencé, laissant l'atmosphère paisible. Juan s'assit raide, les doigts crispés sur le rebord de la table. Jérémie commanda 2 cafés puis ajouta une assiette supplémentaire de toast et d'œufs. Juan ne protesta pas. Quelques minutes passèrent en silence. Puis enfin Juan parla. J'ai escaladé par la fenêtre de la salle de bain, dit-il soudain d'une voix basse mais posée. C'est comme ça que je suis entré. Jérémie posa son café, ne réagit pas, n'interrompit pas, il laissa simplement le garçon parler. Je n'avais pas prévu de rester longtemps, je voulais juste trouver quelque chose à manger, continua Juan, les yeux fixés sur la table. Mais il y avait trop de gens dans le hall, trop de caméras. Je pensais qu'en attendant qu'il fasse assez sombre, je pourrais me faufiler sans que personne ne remarque. Ses doigts se crispèrent légèrement contre ses manches. Je n'avais pas l'intention de m'endormir. Jérémie hocha la tête, son expression indéchiffrable, et avant que Juan n'expire, ses épaules s'affaissèrent légèrement. Avant, je vivais chez ma tante et mon oncle, dit-il comme si c'était un fait, comme si c'était quelque chose d'existant sans aucune alternative. Jérémie attendit. Ce n'était pas de bonne personne, admit finalement Juan, sa voix plus basse, plus précautionneuse. Je ne pense pas qu'ils m'ont jamais voulu là, ils me gardaient seulement parce qu'ils devaient. Jérémie ne poussa pas, mais le silence qui suivit portait son propre poids. Il me faisait courir des courses.
poursuivit Juan, sa mâchoire se contractant. Au début, c'était de petites choses, juste des livraisons, je ne demandais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à remarquer des choses. Ses mains se refermèrent en poing. Je pense qu'ils trafiquaient de la drogue, je ne sais pas vraiment, mais ils avaient toujours des visites. Et parfois il se fâchait si je posais trop de questions. Jérémie observa le changement dans l'expression du garçon, sa voix restait calme mais son corps trahissait la tension sous-jacente. Une nuit, Tyler m'a frappé, dit Juan si doucement que c'était presque un murmure, je ne me souviens même pas pourquoi, mais c'est là que j'ai su que je ne pouvais pas rester. Les doigts de Jérémie tambourinaient légèrement sur la table. Le seul signe extérieur qu'il traitait l'information. Tu as bien fait de fuir, dit-il. Juan leva la tête, cherchant dans son visage un signe de doute ou de jugement, mais l'expression de Jérémie restait stable, inébranlable. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, admit Juan après une longue pause. Jérémie se pencha en arrière dans sa chaise. On verra bien quand le moment sera venu. Juan ne répondit pas immédiatement, mais quelque chose dans sa posture changea légèrement. Assez pour que Jérémie le remarque, ils finirent leur petit déjeuner en silence. Ce soir-là, ils s'assirent dehors dans le jardin, le ciel peint de teintes délavées d'ambre et de violet, l'air était frais, porteur du parfum lointain de la pluie venant des rues au-delà des portes du domaine. Juan s'assit sur le bord de l'étang au carpe-coï, regardant les poissons se mouvoir paresseusement dans l'eau. Il était silencieux depuis leur conversation de ce matin, mais pas d'une manière qui semblait défensive. C'était un autre type de silence, celui qui naît du traitement plutôt que de la dissimulation. Jérémie s'assit sur un banc à proximité, étirant ses jambes devant lui. « Tu as déjà eu un plan ?» demanda soudainement Juan, sa voix rompant le calme. Jérémie le regarda. « Que veux-tu dire ?» Juan ne détacha pas son regard de l'eau. « Quand tu étais plus jeune, savais-tu ce que tu voulais faire ?» réfléchit Jérémie un moment. « Pas exactement, mais je savais ce que je ne voulais pas. » Juan fronça légèrement les sourcils, ce à quoi Jérémie expira. Je ne voulais pas être celui qui laisse le monde lui dicter où il appartient. Les doigts de Juan se mirent à trembler légèrement contre son genou. Il ne répondit pas immédiatement, mais Jérémie pouvait voir qu'il remettait les mots en question. Une longue pause s'installa entre eux. Puis, tu penses que des gens comme moi peuvent décider cela ? demanda doucement Juan. Le regard de Jérémie ne vacilla pas. Je pense que des gens comme toi décident cela chaque jour. Juan finit par le regarder. Quelque chose d'indéchiffrable scintillant derrière ses yeux sombres. Jérémie se tenait dans son bureau, la lumière du soir étirant de longues ombres sur le bureau en acajou. Un verre de whisky restait intact à côté de son ordinateur portable. Le liquide ambré captait la lueur de la lampe de bureau. Ses doigts reposaient contre son menton. Son esprit travaillait sur le problème devant lui. Les paroles de Juan du café résonnaient dans sa tête. Ce n'était pas de bonne personne, il me gardait seulement parce qu'il devait. Jérémie l'avait su dès l'instant où il avait vu Juan recroquevillé dans ses toilettes, la manière dont le garçon avait sursauté au mouvement brusque, la manière dont il hésitait avant d'atteindre la nourriture, la façon dont le silence l'enveloppait comme une armure. Il n'était pas juste un enfant perdu. Il était un garçon qui avait appris à ne pas attendre de la gentillesse et maintenant le poids de la responsabilité pesait sur la poitrine de Jérémie. Il n'avait aucun droit légal sur Juan. Si Kayla et Tyler décidaient de le dénoncer pour avoir accueilli l'enfant, cela pourrait dégénérer en quelque chose de désordonné. Quelque chose qui pourrait aboutir au renvoi de Juan chez ceux qui l'avaient trahi. Cela n'était pas une option. Jérémie avait besoin de preuves, pas d'hypothèses, pas de soupçons, des preuves concrètes que Kayla et Tyler étaient des tuteurs inaptes. Quelque chose d'irréfutable qu'il pourrait remettre au service de protection de l'enfance pour assurer la sécurité de Juan sans bataille juridique. Son téléphone était à portée de main, il le saisit, parcourut ses contacts jusqu'à trouver celui qu'il cherchait. Elliot Reed, détective privé, discret, efficace, un homme qui savait naviguer entre les lignes de la légalité sans jamais trop s'en écarter. Jérémie appuya sur le bouton d'appel et attendit. La voix d'Elliot résonna, aussi tranchante que toujours. « Ça fait un moment, j'ai besoin que tu regardes. » Quelqu'un, dit Jérémie sans préambule. Kayla et Tyler Morgan, ils ont la garde d'un enfant. Elliot répondit, compris. Qu'est-ce que je dois chercher ? Jérémie, d'une voix ferme mais avec une pointe de tension, je veux des preuves qu'ils ne sont pas aptes à l'élever, je veux des preuves solides, négligence, abus, tout ce qui peut garantir que les services de protection de l'enfance prendront le relais. Cela doit être inattaquable. Un moment de silence. Puis, compris, donne-moi quelques jours. Jérémie raccrocha et posa son téléphone. Expirant lentement, il avait fait tout ce qu'il pouvait maintenant, il attendit. Les jours passèrent dans un rythme lent et inconfortable. Juan ignorait l'enquête et Jérémie n'avait aucune intention de lui dire que le garçon portait déjà assez de poids sur ses petites épaules. Il n'était pas nécessaire d'en rajouter. À la place, Jérémie le gardait occupé, l'emmenant pour faire des courses, le laissant suivre ses allées et venues dans sa
Routine quotidienne. Dans un café un matin, Juan attrapa un sachet de sucre, le glissa dans sa poche sans y penser. Jérémy ne réagit pas, mais plus tard ce soir-là, il laissa une boîte de collation sur la commode de Juan, une manière discrète de dire « Tu n'as plus besoin de faire ça ». Juan ne le reconnut jamais, mais la prochaine fois qu'ils sortirent, ses mains restèrent le long de son corps. Un petit progrès, Elliot appela 3 jours plus tard. « J'ai quelque chose pour toi, dit-il, ça. » Voix posée mais avec une pointe de tension. « Tu avais raison d'être inquiet. » Jérémy ne posa pas de questions au téléphone, il dit simplement à Elliot de le rejoindre à son bureau, en ajoutant un commentaire important « Yogourt, si tu entends cela, détail crucial. » Quand l'enquêteur arriva, il portait un dossier fin, le genre qui ne semble pas grand-chose mais qui pourrait défaire des vies avec son contenu. « Tu voulais des preuves. » Elliot glissa le dossier sur le bureau. « C'est plus que suffisant. » Jérémy l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des photos de surveillance, Kayla et Tyler dans des ruelles sombres échangeant des colis avec des hommes dont les visages étaient à moitié cachés sous la lueur des réverbères, des relevés financiers montrant des dépôts d'espèces en montants irréguliers sans emploi pour justifier le revenu, et le pire. Des photos de Juan capturées en périphérie portant de petites enveloppes, le visage détourné, ignorant ce qu'il livrait, la poigne de Jérémy sur le dossier se resserra. Ils se sont servis de lui, dit-il d'une voix posée. Elliot hocha la tête. Et pas seulement lui, on dirait qu'il trafique depuis un moment et avec certains de leurs clients. Il tapa sur l'une des photos, « Fréquente ton hôtel ». Les yeux de Jérémy parcoururent les images, certains des hommes qu'il reconnut, non seulement comme des clients, mais comme des invités VIP. Des hommes venus avec de l'argent, de l'influence, du genre qui réservait tout un étage pour leurs affaires privées. Son estomac se tordit de dégoût. Si de la drogue était transportée dans sa propriété, même inconsciemment, les conséquences pourraient être catastrophiques. Mais d'abord, il devait gérer la situation de Juan. « Est-ce suffisant pour t'assurer que Juan ne retourne jamais vers eux ?» demanda Jérémy. Elliot soupira. « Ça garantira qu'ils ne verront plus jamais d'enfants, point final. » Jérémy hocha la tête une fois. « Envoie ça au service de protection de l'enfance, je m'occupe du reste. » Ce soir-là, Jérémy rentra chez lui tard. Il trouva Juan dans le salon, recroquevillé dans un fauteuil avec un livre posé sur ses genoux. Le garçon ne le reconnut pas tout de suite, mais ses yeux se tournèrent vers lui, méfiant. Jérémy passa près de lui, posant sa mallette. « Le dîner dans la cuisine, si tu as faim. » Juan hésita puis hocha la tête. Jérémy l'observa du coin de l'œil. Quelque chose dans la posture de Juan avait changé, il était plus vigilant. L'enfant avait de bons instincts. « Ça va ?» demanda Jérémy d'un ton décontracté. Juan haussa les épaules. « Tu agis bizarrement. » Jérémy esquissa un sourire en coin. C'était étrange. Juan plissa les yeux, mais n'insista pas. Il se laissa simplement retomber dans le fauteuil. Resserrant son sweat à capuche autour de lui, Jérémy ne poussa pas plus loin. Il passa à côté en lui décoiffant légèrement les cheveux. Juan renifla mais ne se dégagea pas. Le lendemain matin, Jérémy passa l'appel. « Les services de protection de l'enfance ?» Une voix de femme répondit. Jérémy se détendit dans son fauteuil, serrant fermement son stylo. « J'ai des informations concernant le bien-être d'un mineur placé sous la garde de Kayla et Tyler Morgan, dit-il. Je souhaite déposer un rapport. » Et comme ça, la première étape fut enclenchée. La salle de conférence bourdonnait de tension, ce genre de tension qui imprègne l'air. Dans l'air, tel un orage attendant de se déchaîner, les cadres supérieurs de l'hôtel, les directeurs et les responsables de la sécurité étaient assis autour de la longue table en acajou, leurs visages reflétant un mélange d'inquiétude et de malaise. Jérémy se tenait à la tête de la table, sa présence imposante alors qu'il posait ses paumes à plat sur la surface. Avec effet immédiat, « Je veux un examen complet de tous les invités de haut niveau », dit-il d'une voix basse mais ferme. Chaque réservation, chaque demande, chaque dépense inhabituelle devra être signalée pour enquête supplémentaire. Si des drogues circulent dans mon hôtel, je veux le savoir. Un murmure d'assentiment se propagea dans la salle, mais avant que quiconque ne puisse parler, la porte s'ouvrit brusquement. Une membre du personnel de l'hôtel, haletante, se précipita à l'intérieur, le visage pâle de panique. « Monsieur, madame » balbutia-t-il, sa voix tremblante, « il y a une urgence dans la suite 1902, un de nos invités, il est inconscient. » Le ventre de Jérémy se serra. « Qui, monsieur Green ?» murmura-t-elle. Le fils de Jérémy n'attendit pas qu'elle ait terminé, il se mettait déjà en route. Le trajet en ascenseur sembla agoniser. Dès que les portes s'ouvrirent, Jérémy en sortit, marchant d'un pas déterminé dans le couloir, flanqué de 2 agents de sécurité dont les radios grésillaient des mises à jour de l'équipe médicale déjà à l'intérieur. Aussitôt qu'il pénétra dans la suite, l'odeur métallique d'antiseptique mêlée à celle de la panique emplit ses poumons. Un ambulancier s'agenouillait aux côtés de l'inconscient, vérifiant ses signes vitaux.
tandis qu'un autre préparait une civière. Sa peau était cendrée, sa respiration superficielle. Les yeux de Jérémie parcoururent la pièce. Les signes étaient indéniables, un verre renversé, un petit sac en plastique froissé près du bord de la table de nuit. Sa mâchoire se crispa. Il se tourna vers l'un des chefs de la sécurité. Était-il seul lors de son enregistrement? L'homme hésita. Il y avait des invités plus tôt dans la soirée, mais ils étaient partis avant minuit. Aucun signe d'effraction. Faites sortir les enregistrements de sécurité, ordonna Jérémie. Je veux savoir qui est entré et sorti de cette pièce au cours des dernières 24 heures. Pendant que les ambulanciers chargeaient l'inconscient sur la civière, Jérémie se retira, observant leur manœuvre. Dès que la porte se referma derrière eux, il expira lentement en se pressant une main sur le front. Le problème n'était plus hypothétique. Des drogues se trouvaient dans son hôtel et elles avaient failli coûter la vie à quelqu'un. Au moment où Jérémie retourna à son bureau, il était bien passé minuit. La ville s'étendait au-delà de la fenêtre, vivante de lumière lointaine, indifférente à la bataille qui se déroulait derrière des portes closes. Juan était assis sur l'une des chaises en face de son bureau, sa petite silhouette voûtée, ses doigts traçant distraitement des motifs sur la coudoir. Il ne leva pas les yeux lorsque Jérémie entra. « Tu as entendu, Jérémie ?» dit-il en refermant la porte derrière lui. Juan hocha la tête, sa posture se raidissant. « C'est eux, n'est-ce pas ?» Jérémie s'assit, expirant lentement. Il ne demanda pas qui étaient eux, il savait déjà. « Je ne sais pas encore, admit-il, mais j'ai l'intention de le découvrir. » Les lèvres de Juan se serrèrent, ses doigts s'enfonçant dans le tissu de son sweat à capuche. « C'est la même chose, dit-il enfin. La façon dont ils agissent, la manière dont ils passent les choses comme si elles n'avaient pas d'importance, c'est exactement comme avant. » Jérémie l'observa attentivement. Juan était devenu pâle dès que la nouvelle du surdosage éclata. Maintenant, assis en face de lui, le poids de vieux souvenirs se lisait sur son visage. « Je ne savais pas, » murmura Juan. « Je ne savais pas ce que je portais. » Jérémie se pencha, reposant ses coudes sur son bureau. « Je sais, Juan, le gamin, » dit-il en déglutissant, « mais je les ai aidés. » La voix de Jérémie était stable. Sans comprendre, Juan baissa les yeux, ses épaules se rentrant pendant un long moment. Aucun d'eux ne parla, seul le bourdonnement lointain de la ville au-delà des fenêtres se faisait entendre. Puis Jérémie étendit la main sur le bureau et fit tourner une pièce entre ses doigts. Le doux cliquetis du métal sur le bois rompit le silence. « Chaque choix que nous faisons nous mène quelque part, » dit-il. « Parfois, nous ne réalisons pas ou jusqu'à ce qu'il soit trop tard, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas décider de ce qui vient ensuite. » Juan leva un regard méfiant, mais écouta. « Tu as fait un choix en fuyant, » continua Jérémie, « c'était la première étape. Maintenant, c'est à toi de décider de la suite. » Juan hésita, puis finit par hocher la tête. Jérémie se renfrogna. « Je m'occupe de tout, tu n'as pas à porter ce fardeau. » Juan déglutit sans discuter pour l'instant, cela suffisait. Le lendemain matin, Jérémie se trouvait dans la salle de sécurité, regardant les enregistrements de la nuit précédente. La vidéo montrait la porte de la suite de Green s'ouvrir à divers moments de la soirée. Certains visages étaient familiers des invités, le personnel de l'hôtel, d'autres ne l'étaient pas. Puis, à 22h45, une silhouette entra. Une femme vêtue d'un manteau coûteux, avec une posture assurée, comme si elle appartenait à cet endroit. Elle remit quelque chose de manière rapide et discrète, un paquet. L'estomac de Jérémie se noua. Il se tourna vers l'un de ses chefs de la sécurité. « Trouve-la. » Cet après-midi-là, il était assis dans une salle de conférence avec l'équipe juridique de l'hôtel, passant en revue les protocoles, les stratégies médiatiques et les retombées potentielles de la situation. Pourtant, son esprit était ailleurs. Si cela était lié à Kayla et Tyler, alors Juan n'était pas simplement une victime des circonstances, il avait été pris au milieu de quelque chose de plus grand, quelque chose qui s'était infiltré dans l'entreprise de Jérémie à son insu. Il serra les poings. Ce n'était plus seulement une question de protéger Juan, il s'agissait d'arrêter quelque chose avant qu'il ne puisse se propager. Plus tard dans la nuit, alors que Jérémie se garant dans l'allée, Juan attendait sur les marches du Porsche, l'expression indéchiffrable mais les doigts tapotant anxieusement contre son genou. Jérémie sortit de la voiture et s'approcha. « Tu devrais être à l'intérieur. » Juan secoua la tête. « Je ne peux pas. » Jérémie soupira en prenant place à côté de lui. L'air frais de la nuit les enveloppait, les sons lointains de la ville formant un bourdonnement en arrière-plan. « Tu avais raison, » admit Jérémie, « c'est plus grand que ce que je pensais. » Juan regarda le sol.
Qu'est-ce que tu vas faire? Jérémie expira. Découvrir qui est derrière tout ça, puis tout arrêter. Rohan resta silencieux longtemps, puis finit par dire. Puis-je aider? Jérémie le regarda. Le gamin était intelligent, trop intelligent. Il en savait plus qu'il ne le laissait entendre. Au fond, Jérémie savait que Rohan ne serait pas satisfait de rester en marge. Mais ce n'est pas ton problème à régler, dit Jérémie calmement. Rohan ne protesta pas, mais sa mâchoire se serra. Jérémie passa une main dans ses cheveux en regardant les lumières de la ville scintiller au loin. Je m'occupe de ça, dit-il. Toi, occupe-toi de toi. Rohan expira en se frottant les mains pour se réchauffer. Il hocha la tête, mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose d'inquiétant. Jérémie avait le pressentiment que Rohan n'allait pas rester en retrait, et quelque chose lui disait qu'avant que tout ne se termine, ils se retrouveraient tous deux dans une situation bien plus complexe qu'ils ne l'avaient jamais imaginée. La ville pulsait dehors, derrière la fenêtre du bureau de Jérémie, les néons clignotant contre le ciel nocturne. Dans la pièce, seul le tic-tac régulier de l'horloge se faisait entendre. Rohan était assis en face de lui, les petites mains jointes, la mâchoire serrée de détermination. « Je veux y retourner », déclara Rohan en brisant le silence. Jérémie se pencha en arrière dans sa chaise, les doigts entrelacés tandis qu'il étudiait le garçon. « Ce n'est pas une option. » Rohan expira brusquement. « C'est la seule solution. » Jérémie secoua la tête. « Tu n'as pas besoin de faire ça. J'ai déjà remis des preuves au CPS, la police s'en chargera bientôt. Ils ne sont pas encore en prison. » La voix de Rohan était ferme, plus tranchante qu'avant. Ils sont toujours là, toujours en train de faire les mêmes choses. Si je retourne, je peux découvrir ce qu'ils préparent. Je peux aider. Jérémie expira par le nez, se forçant à rester calme. Le gamin est intelligent, trop intelligent, mais c'est dangereux. Tu penses qu'ils ne seront pas soupçonneux? Demanda-t-il. Ils ne le seront pas, répondit Rohan, l'expression impassible. Je sais comment agir, je sais ce qu'ils attendent. Le ventre de Jérémie se noua. Le fait que Rohan sache manipuler la situation, se glisser de nouveau dans ce monde avec une telle aisance le dégoûtait. « Pourquoi veux-tu vraiment faire ça ?» demanda Jérémie, la voix plus basse. Rohan le regarda, puis ses yeux sombres se fixèrent avec détermination. « Parce que j'ai besoin d'y mettre fin aussi. » Jérémie soupira en passant une main dans ses cheveux. Il aurait voulu dire non, tout en hurlant intérieurement de protéger le gamin, mais Rohan ne demandait pas la permission, il faisait un choix, et Jérémie savait au fond que s'il ne le laissait pas faire, le gamin trouverait un moyen de le faire seul. « Très bien, » dit finalement Jérémie, la voix teintée de réticence, « mais on le fera à ma manière. Si quelque chose te semble anormal, je te ferai sortir, pas de discussion. » Rohan hocha la tête, mais Jérémie n'était pas convaincu qu'il écouterait vraiment. 2 nuits plus tard, Jus se tenait devant la maison délabrée où il avait autrefois vécu. L'endroit n'avait pas changé, la peinture s'équelait toujours, la lumière du porche clignotait faiblement et l'air sentait la cigarette et la bière rassie. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'il leva le poing et frappa. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit. Kayla se tenait là, son visage se tordant de surprise avant de se transformer en une expression plus sombre, calculatrice. « Eh bien, on dirait que tu as enfin retrouvé un peu de bon sens dans ce crâne épais, dit-elle. Rohan se força à hausser les épaules pour garder son expression neutre, il n'avait nulle part où aller. Kayla sourit en s'écartant pour le laisser entrer. Tu as enfin retrouvé un peu de bon sens dans ce crâne épais. Dès qu'il pénétra, l'odeur familière de l'alcool bon marché et de la sueur le submergea. L'air semblait épais, suffocant. Tyler était assis sur le canapé, la barbe à la main, ses bottes posées sur la table basse. Il leva à peine les yeux. « Il t'a fallu du temps, hein ?» Rohan déglutit, retenant son dégoût. « J'avais peur, » murmura-t-il, « je pensais que tu serais en colère. » Tyler renifla. « Bien sûr qu'on est en colère, tu nous as mis dans une situation difficile, gamin. » Kayla ferma la porte derrière lui, la verrouillant d'un léger clic. « Tu nous dois ça, » dit-elle d'une voix lisse, mais empreinte de danger. « Et maintenant, tu vas te faire pardonner. » Rohan se força à hocher la tête. « Ouais, quoi que tu aies besoin. » Les lèvres de Kayla se courbèrent en un sourire condescendant. Pendant les 2 jours suivants, Rohan fit exactement ce qu'il avait déjà fait auparavant, il écouta, observa et mémorisa. Tyler continuait de gérer les affaires comme toujours, aboyant des ordres tandis que Kayla s'occupait de l'argent. Il parlait en code, mais Rohan avait assez d'expérience pour comprendre ce qu'il voulait vraiment dire. Les livraisons continuaient, les échanges se poursuivaient,
Et pire encore, certains de leurs acheteurs étaient liés à l'hôtel de Jérémy. L'estomac de Juan se noua dès qu'il surprit un nom qu'il reconnut, celui d'un riche homme d'affaires qu'il avait vu serrer la main de Jérémy dans le hall, l'un de leurs habitués. Ce n'était pas une petite opération, c'était plus grand qu'il ne l'avait pensé, et le temps lui manquait. La troisième nuit, Tyler jeta un paquet sur la table de la cuisine. « Tu vas prendre celui-ci » dit-il d'une voix ferme. « Nous avons besoin de quelqu'un qu'ils ne soupçonneront pas. » Juan se força à hocher la tête. Tyler sortit alors son téléphone et lui montra une adresse. L'estomac de Juan se serra, c'était l'entrée arrière de l'hôtel de Jérémy. Il garda un visage impassible, faisant mine de rien, mais ses mains se crispèrent en point sous la table. Kayla l'observait, ses yeux perçants. « Tu ne vas pas repartir en courant, n'est-ce pas » ? « Non, répondit immédiatement Juan. Elle sourit, mais son sourire ne parvint pas à atteindre ses yeux. « Bien, en attendant. » Pendant ce temps, de retour à l'hôtel, Jérémy était assis en face d'Elliot, l'ordinateur portable de l'enquêteur ouvert devant eux. « Tu vas vouloir voir ça, » dit Elliot en affichant l'enregistrement amélioré des caméras de sécurité. L'écran clignota, montrant la femme en manteau coûteux entrant dans la suite, la nuit du surdosage. Elliot zooma, et l'estomac de Jérémy se noua sous le poids du maquillage lourd et de la coiffure impeccable. C'était Kayla déguisée, mais indubitablement elle. Jérémy expira en se penchant en arrière dans sa chaise. « Nous l'avons, » dit-il. Elliot hocha la tête. « Et avec Juan dans la maison, nous pourrions obtenir encore plus d'informations. » La mâchoire de Jérémy se serra. Il n'aimait pas cela, mais si cela devait se terminer, il devait aller jusqu'au bout, même si cela signifiait laisser Juan marcher droit dans le feu. Juan sut, dès qu'il franchit la porte, qu'il était suivi, non pas par Kayla ou Tyler, mais par les hommes de Jérémy. Il les avait aperçus dans l'allée de l'autre côté de la rue, leur silhouette traînant juste hors d'atteinte mais jamais trop loin. Il serra le poing avec détermination. « Demain, tout sera fini, d'une manière ou d'une autre, » se dit-il. L'air nocturne était lourd d'humidité, l'odeur légère d'essence et d'asphalte humide planait tandis que Juan s'éclipsait par la porte arrière de la maison de Kayla et Tyler. Son pouls était régulier, contrôlé, bien que ses doigts tremblassent légèrement en sortant le téléphone prépayé de la poche de son sweat à capuche. Il appuya sur un seul bouton. Jérémy répondit immédiatement. « Parle-moi. » Juan garda la voix basse. « Ça se passe demain, tôt le matin, au même endroit qu'ils utilisent toujours derrière ton hôtel, à 5h30. » Jérémy expira. « T'es sûr ? J'ai entendu ça directement de Tyler. » La gorge de Juan se desséchait. « C'est le dernier coup. Il bouge tout. » Le silence de Jérémy s'étira sur la ligne, puis il dit. « Bien, éloigne-toi d'ici maintenant. » Juan hésita. « Je ne peux pas, tu as fait ta part, Jérémy. » La voix de Jérémy était ferme, contrôlée, mais on pouvait entendre la frustration. « Je te fais sortir. Si je pars maintenant, ils sauront que quelque chose cloche. » Juan déglutit. « Ils doivent croire que je suis de leur côté jusqu'au tout dernier moment. » Jérémy murmura une malédiction sous le souffle. « Tu ferais mieux d'avoir raison. » Un long silence s'ensuivit, puis Jérémy ajouta. « Dès que c'est terminé, je te fais sortir. N'essaie pas d'être un héros. » Juan esquissa un sourire, mais il était trop tard. L'appel se termina. Juan rangea le téléphone dans sa poche, prit une profonde inspiration et se dirigea vers la maison. Demain, tout changerait. À 4h45 du matin, derrière l'hôtel, l'allée était silencieuse, sauf pour le bourdonnement occasionnel d'une voiture lointaine ou le bruissement du vent contre les conteneurs. Une faible lumière clignotait des lampadaires, leur éclat atteignant à peine l'entrée arrière de l'hôtel. Juan se tenait près du quai de chargement, son sweat à capuche tiré bas sur le visage, serrant le paquet contre lui, ses doigts s'enfonçant dans le papier. Il attendait. Des pas. Tyler et Kayla émergèrent des ombres, leur posture détendue et confiante. Deux hommes les suivaient de près, des hommes que Juan n'avait jamais vus auparavant. L'estomac de Juan se noua. Ce n'était pas une simple transaction, c'était leur plan de sortie, exactement au bon moment. Tyler murmura en jetant sa cigarette au sol. « Je me doutais que tu aurais des doutes. » Juan se força à hausser les épaules. « Tu as dit que tu avais besoin de moi. » Kayla sourit. « C'est ce que j'aime entendre. » Elle se tourna vers l'un des hommes. « Tu as l'argent » L'homme fouilla dans son manteau et en sortit une épaisse enveloppe. « Tu as le produit » Le cœur de Juan battait à tout rompre, il savait ce qui allait suivre. Il s'avança, tendit le paquet, et soudain une voix déchira l'obscurité. « Lâche-le,
Des lumières rouges et bleues explosèrent dans l'allée, et le chaos éclata. Tyler jura en cherchant quelque chose dans sa veste, mais le bruit d'un coup de feu armé le figea sur place. « N'y pense même pas », ordonna une voix. Les policiers envahirent la scène, armes dégainées, les cris emplissant l'air tandis qu'ils prenaient le contrôle. Kayla se retourna brusquement vers Juan, réalisant trop tard. « Espèce de petit !» Deux agents attrapèrent ses bras et la tirèrent en arrière. Juan resta presque immobile. Tyler se débattit alors qu'il le plaquait contre le mur de l'allée. « Tu nous as piégés », rugit-il, les yeux fixés sur Juan. « Tu crois que c'est fini, que tu es en sécurité ?» Juan ne broncha pas. Il croisa le regard de Tyler de front. « Je pense que c'est terminé pour toi », cracha Tyler en se penchant vers le sol. Juan regarda alors qu'il l'emmenait. Il expira, tremblant, son adrénaline s'évanouissant soudainement. Une main ferme se posa sur son épaule. Il se retourna, Jérémie se tenait là, l'expression indéchiffrable. Longtemps, aucun d'eux ne parla. Puis Jérémie demanda. « Ça va, Juan ?» Juan hocha la tête, bien que ses genoux tremblaient. Jérémie l'examina, puis dit doucement. « Bien, allons-y, rentrons à la maison. » L'hôtel fut verrouillé pendant des heures, les policiers fouillant chaque étage, chaque chambre, chaque connexion possible. Plusieurs invités furent interrogés, 2 furent arrêtés, et ceux qui n'étaient pas impliqués furent indemnisés par des réductions sur les frais de chambre et des incitations de service pour apaiser les clients. À midi, le chaos fut maîtrisé. Jérémie se tenait dans son bureau, le dos tourné vers la silhouette de la ville, écoutant le rapport final du détective principal. L'opération était plus vaste que nous le pensions, admit le détective. Kayla et Tyler n'étaient pas de simples petits dealers, ils faisaient partie d'une chaîne d'approvisionnement. La mâchoire de Jérémie se serra. « Et dans mon hôtel, nous avons écarté toute implication interne », assura le détective. « Vous avez coopéré, nous ferons en sorte que les médias le sachent. » Jérémie expira et jeta un regard vers le gamin. Le détective jeta un œil vers l'entrée. Juan se tenait juste à l'extérieur, les bras croisés, le visage impassible. « Il est libre de partir », déclara le détective. « Honnêtement, il nous a fourni plus de la moitié de nos pistes. » Gamin intelligent. Jérémie esquissa un sourire faible. « Oui, je sais. » Le détective hocha la tête puis partit. Le silence s'installa. Juan entra dans le bureau, croisant le regard de Jérémie pendant un instant. Ils se regardèrent simplement, puis Juan demanda. « Et maintenant ?» Jérémie se pencha contre son bureau, les bras croisés. « Cela dépend. » Juan haussa un sourcil. Jérémie esquissa un sourire en coin. « Tu veux toujours travailler ici ?» Juan cligna des yeux, puis, malgré tout, un petit sourire fatigué apparut sur son visage. « Je pense que je serais plutôt bon à ce poste. » Jérémie ricana en secouant la tête. « Oui, je pense aussi. » Pour la première fois depuis longtemps, Juan ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, la sécurité. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du bruissement discret des papiers et du murmure bas des avocats préparant leur dossier. Les murs étaient hauts, imposants, recouverts de lambris de chêne qui semblaient absorber le moindre son. L'air sentait le café et les vieux livres, en contraste saisissant avec le poids du procès qui se déroulait à l'intérieur. Assis sur le banc des témoins, ses petites mains posées sur la surface en bois poli, il se sentait oppressé, mais se força à rester droit. En face, Kayla et Tyler étaient assis derrière la table de la défense, leur visage impassible, mais on savait mieux que de confondre leur silence avec du remords. Il prit une lente inspiration, ayant répété ce moment avec Jérémie et l'avocat attitré du tribunal, mais maintenant que c'était là, les mots semblaient plus lourds. Le procureur s'avança. « Juan, pouvez-vous expliquer au tribunal comment vous en êtes venu à vivre avec les accusés Kayla et Tyler Morgan ?» Les doigts de Juan se mirent à trembler sur le bois. Il garda les yeux fixés devant lui. « Ils m'ont recueilli après la mort de mes parents. »« Et comment avez-vous été traité sous leur garde ?» Juan déglutit difficilement. « Ils me battaient. » Le procureur demanda des précisions. Juan hésita, il ne voulait pas revivre ses souvenirs, mais il était trop loin pour reculer. « Ils me battaient, dit-il enfin. Principalement Tyler. Il se mettait souvent en colère. Parfois, il me faisait livrer des colis dont je ne savais pas d'abord ce qu'il y avait à l'intérieur. » La salle se vida de tout son bruit. Le procureur hocha la tête. « Et quand vous l'avez découvert ?» La mâchoire de Juan se serra. « Je me suis enfui, et c'est là que j'ai rencontré Jérémie.
Nous avons découvert la vérité par accident, parce que j'avais peur pour ma sécurité. Juan rencontra le regard du procureur. Parce que je ne voulais pas être comme eux. Le procureur lui fit un petit signe d'encouragement. De l'autre côté de la salle, Tyler ricana en murmurant quelque chose. Pour la première fois, Kayla regarda directement Juan, son expression impassible, mais Juan sentit un froid se tordre en lui. Elle n'était pas désolée, elle ne l'avait jamais été. La juge ajusta ses lunettes. La défense souhaite-t-elle contre-interroger? L'avocat de Tyler se redressa, ajusta sa cravate. Il était jeune, peut-être dans la trentaine, et esquissa un sourire crispé qui n'atteignit pas ses yeux. « Juan, dit-il d'une voix douce, vous avez mentionné que vous ne saviez pas ce qu'il y avait dans ces colis. N'est-il pas possible que vous ayez simplement mal compris la nature de ces livraisons ?» Juan le fixa. « Non. » L'expression de l'avocat vacilla. « Êtes-vous sûr ?» Juan se pencha légèrement en avant. « C'est moi qui les portais. J'ai vu les gens venir les chercher, et je me suis enfui parce que je savais que quelque chose clochait. » Un silence s'installa. L'avocat s'éclaircit la gorge, puis se rassit. Aucune autre question. Le verdict tomba rapidement. Kayla et Tyler furent reconnus coupables sur de multiples chefs d'accusation, mise en danger d'enfants, trafic de drogue, blanchiment d'argent. Les peines furent sévères, plus longues que ce à quoi Juan s'attendait. Il aurait dû ressentir un soulagement, mais en attendant sur les marches du palais de justice, regardant les voitures passer, il ne ressentait que la fatigue. Jérémy s'assit à côté de lui, silencieux pendant longtemps. Finalement, il dit « Tu as bien fait là-dedans. » Juan haussa les épaules. « Ils sont partis maintenant. » Il expira longuement. « Alors pourquoi ça ne semble pas suffisant ?» Jérémy se pencha en arrière, posant ses coudes sur les marches. « Parce que la clôture n'est jamais simple. Ce n'est pas seulement qu'ils obtiennent ce qu'ils méritent, c'est à propos de toi, de comprendre ce qui vient après. » Juan hocha distraitement la tête. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait, mais il le voulait. Jérémy ne perdit pas de temps. Quelques jours après le procès, de nouvelles politiques de sécurité furent instaurées dans tous ces hôtels. Les vérifications d'antécédents furent renforcées, le personnel fut formé à repérer les activités illicites, et les listes d'invités furent examinées avec une vigilance accrue. Il refusa de laisser une telle chose se reproduire, pas sous sa garde. Juan observait ces changements depuis les coulisses. Un après-midi, il se rendit dans le bureau de sécurité pour regarder les nouveaux protocoles de surveillance être testés. L'un des responsables le remarqua et l'invita à s'approcher. « Viens, je vais te montrer comment nous gardons cet endroit propre, » dit-il. Juan suivit, écoutant attentivement le responsable lui expliquer le système, comment il surveillait les mouvements et signalait toute activité suspecte. Pour la première fois depuis des semaines, Juan se sentit utile, pas seulement comme un gamin qui tente de survivre, mais comme quelqu'un qui a une mission. Plus tard dans la soirée, Jérémy trouva Juan sur la terrasse du toit, regardant la ville. Les lumières scintillaient comme des étoiles, s'étendant à l'infini vers l'horizon. Jérémy s'appuya contre la rambarde. « Longue journée, hein, Juan ?» Juan haussa les épaules. « Pas mal, » répondit-il. Jérémy le regarda. « Tu penses à quelque chose ?» Juan resta silencieux un moment, puis dit « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Jérémy l'observa attentivement. « Ça dépend, » dit-il. Juan se tourna complètement vers lui. « De quoi ?» Jérémy esquissa un sourire. « De ce que tu décides. Pendant longtemps, on m'a seulement donné des ordres, on m'a dit où aller, quoi faire, qui être. Maintenant, pour la première fois, le choix est le tien, et pour la première fois, tu n'as pas peur. » La salle d'audience était plus petite qu'auparavant, moins intimidante mais tout aussi significative. Au lieu de regards glacial et d'accusations, il y avait aujourd'hui de la chaleur, de l'espoir. Jérémy s'assit à côté de Juan à la table en bois poli, les mains jointes devant lui, tandis que la juge parcourait les documents. Le silence s'étira, ponctué uniquement par le bourdonnement lointain de la circulation filtrant à travers les fenêtres épaisses. Les doigts de Juan se crêpaient dans le tissu de son sweat à capuche. Il avait déjà été dans des salles où son destin était décidé sans que sa voix ne soit entendue, mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, on ne le déléguait pas, on le choisissait. La juge leva enfin les yeux, ajustant ses lunettes. Elle était une femme d'un certain âge, son expression sévère mais non inhumaine. « Monsieur Howard, » commença-t-elle d'une voix posée, « vous comprenez les responsabilités que vous assumez en déposant la demande d'adoption légale de Morgan. » Jérémy hocha la tête. «
Oui, je comprends. Êtes-vous prêt à lui fournir un foyer stable, une éducation et tout le soutien nécessaire pour son avenir? Absolument. La juge tourna alors son regard vers Juan. Et toi, Juan, comprends-tu ce que cela signifie? Juan déglutit et hocha la tête. Oui, madame. Elle s'adoucit légèrement. C'est ton choix. Il jeta un regard vers Jérémie, qui rencontra son regard sans hésitation. C'est ce que je veux, dit Juan d'une voix posée. Un instant plus tard, la juge signa le document, et le marteau retentit d'un coup décisif. Juan n'était plus seul. La maison semblait différente maintenant. Ce n'était plus simplement un lieu où il séjournait, c'était devenu un foyer. Des boîtes de fournitures scolaires étaient empilées sur son bureau, un sac à dos reposait contre une chaise, et dans son placard, au lieu de vêtements de seconde main dépareillés, se trouvaient des chemises et des jeans soigneusement pliés, qui lui allaient pour la première fois. Juan avait quelque chose de permanent, quelque chose qui lui appartenait. Le premier jour d'école, Jérémie avait insisté pour le déposer lui-même. Juan n'était pas ravi. « Tu n'as pas besoin de m'accompagner », murmura-t-il en ajustant son sac sur son épaule alors qu'il s'approchait des portes de l'école. Jérémie sourit. « Tu es déjà embarrassé ?» Juan roula des yeux. « Je ne suis pas un gamin de 6 ans, Jérémie. » Jérémie ricana. « D'accord, vas-y, je viendrai te chercher à 15 heures. » Juan hésita, puis hocha la tête. En descendant de la voiture, il s'attendait à être accueilli en chuchotant par le nouveau venu, mais il baissa la tête et entra. Avant midi, il avait appris 2 choses. Premièrement, l'école était plus difficile qu'il ne le se rappelait, et deuxièmement, il n'était pas habitué à devoir demander la permission de parler. À la fin de la journée, lorsque Jérémie arriva en voiture, Juan s'installa sur la banquette passager, exhalant longuement. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda Jérémie. Juan haussa les épaules. « Bizarre. » Jérémie sourit. « Bizarre, comme quoi ?»« Bizarre, bien ou bizarre, mal. Je ne sais pas encore. » Jérémie hocha la tête, comme si cette réponse suffisait. Quelques jours plus tard, alors que Juan était assis à la table de la cuisine, fronçant les sourcils devant son manuel de mathématiques, les chiffres se mélangeaient, refusant de faire sens. Jérémie s'appuya contre le comptoir en sirotant son café. « Besoin d'aide ?» Juan hésita un instant. « Oh, oui. » Jérémie sourit en sortant une chaise. « D'accord, voyons ce que tu as. » Juan hésita avant de glisser le manuel vers lui. Jérémie parcourut la page, tapotant du doigt la table. « D'accord, décomposons cela. » Ils travaillèrent lentement sur les problèmes, Juan toujours hésitant mais attentif. À un moment donné, Jérémie se rendit compte qu'il appréciait ce rôle d'aider, d'être présent pour enseigner à ce gamin. Cela se laissa échapper un soir, alors qu'ils étaient dans le salon en train de regarder un documentaire choisi par Jérémie. Juan avait à moitié écouté, à moitié somnolé, recroquevillé dans un coin du canapé. Jérémie saisit la télécommande. « Tu veux regarder autre chose ?» demanda-t-il. Juan marmonna. « Non, ça va. » Jérémie s'arrêta net. Juan cligna soudainement des yeux, bien éveillé. Un silence épais s'installa entre eux. Il regarda Jérémie, son expression oscillant entre panique et réalisation. Jérémie ne lui permit pas de revenir en arrière, il fit juste un léger hochement de tête. « D'accord, » dit-il, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il déglutit en silence, sans ajouter un mot de plus. L'air du matin portait l'odeur du café fraîchement préparé et du bitume réchauffé par le soleil, tandis que Juan pénétrait dans le hall de l'hôtel. Les immenses baies vitrées laissaient entrer des traînées de lumière dorée, projetant de longues ombres sur le sol poli. L'endroit grouillait du murmure discret des premiers clients, du claquement régulier des talons et des voix nettes des réceptionnistes s'occupant des arrivées. Juan ajusta son uniforme, pantalon noir impeccable, chemise blanche immaculée et une étiquette de nom soigneusement épinglée indiquant simplement « Juan », sans nom de famille, sans titre, comme il l'avait voulu. Cet été, il n'était pas là en tant que fils adoptif de Jérémie Howard, il n'était qu'un simple employé, et c'était exactement ce qu'il désirait. Sa première tâche fut d'accueillir les clients à l'entrée. « Bienvenue au Howard Grand », dit-il en se tenant près du portier. « Puis-je vous aider avec vos bagages ?» La plupart des clients répondirent par un hochement de tête poli, certains murmurant un merci distrait, d'autres ne lui accordant guère d'attention, absorbés par leur téléphone. Cela ne le dérangeait pas. Puis un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume coûteux et affichant une expression impatiente, sortit d'une berline noire. Il ne jeta presque pas un regard à Juan avant de lui pousser une lourde valise.
Fais attention avec ça, c'est plus cher que ton salaire, lança-t-il. Rohan serra la mâchoire, mais se força à répondre « Bien sûr, monsieur », et souleva la valise sans difficulté, se dirigeant vers le concierge pour la déposer délicatement. Il vit alors un signe discret d'approbation de la part de l'un des porteurs seniors. Le respect ne s'imposait pas, il se gagnait, et il le comprenait mieux que quiconque. Avant midi, Rohan avait aidé à l'enregistrement, livré des bagages et même contribué à préparer une salle de conférence pour un événement de prestige. Les autres employés commencèrent à le considérer non pas comme le gamin du propriétaire, mais comme un membre à part entière de l'équipe. Louis, l'un des portiers, lui tapa dans le dos dans le couloir. « Pas mal, gamin, je pensais que tu allais démissionner à l'heure du déjeuner, » pensa-t-il. Toujours debout, incroyable. Louis sourit. « Tu ne veux pas juste rester assis dans un bureau à faire des choses de riche, hein ?» Rohan roula des yeux. « Ce n'est pas mon style. » Louis ricana. « Très bien, voyons si tu survis à l'heure de pointe de l'après-midi. » Un tourbillon de mouvements alors que les départs à midi se heurtaient aux nouvelles arrivées. Rohan se précipitait entre les postes, portant des valises, délivrant des messages et allant même courir 6 étages à pied quand un ascenseur tombait en panne. La sueur maculait son col, ses pieds étaient douloureux, mais il ne s'arrêtait pas. Quand les choses ralentirent, il se tenait près de la réception, reprenant son souffle. Un client s'approcha d'une femme dans la quarantaine tenant une pile de brochures. « Jeune homme, dit-elle gentiment, où est le meilleur endroit pour dîner par ici ?» Rohan hésita, puis énuméra 3 recommandations solides. La femme sourit, « Vous êtes très savant pour quelqu'un d'aussi jeune. »« Je travaille ici, » dit-il simplement, et pour la première fois, il se sentit vraiment comme il le faisait. Le soir, Rohan monta à l'étage des cadres en poussant la porte familière du bureau. Jérémy était assis derrière son bureau, examinant des rapports, mais il leva les yeux lorsque Rohan entra. « Tu es en retard, » dit Jérémy en arquant un sourcil. Rohan s'affala dans la chaise en face de lui en exhalant de manière dramatique, « Je crois que mes pieds sont définitivement cassés. » Jérémy esquissa un sourire, « Difficile premier jour, » dit Rohan en haussant les épaules de façon plus réelle. Jérémy se pencha en arrière dans sa chaise, et Rohan hésita, puis acquiesça, « Ça m'a plu. » Le sourire de Jérémy s'adoucit en quelque chose d'autre, quelque chose de fier. « Bien. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, puis Rohan s'étira en claquant ses jointures. « Alors, papa, dit-il, testant à nouveau le mot, mais cette fois avec aisance, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Jérémy cligna des yeux puis rit, « Tu as faim ou tu essaies juste d'éviter de retourner au travail ?» Rohan sourit. Tous deux, Jérémy secoua la tête en attrapant déjà son téléphone. « Bien, allons chercher quelque chose de bon. » Et alors qu'ils sortaient ensemble, côte à côte, il ne faisait aucun doute qu'ils n'étaient pas simplement un milliardaire et un garçon sauvé, ils étaient père et fils, et c'était tout ce qui comptait. Si ce film touche ton cœur, laisse ta marque avec un like et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour explorer avec nous des histoires plus significatives. Et si tu as aimé cette histoire, partage-la avec tes amis sur WhatsApp. Et maintenant, partage tes sentiments avec nous et raconte-nous tes propres histoires. Chaque mot que tu partages est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manque pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour te proposer les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes mais divertissantes. À bientôt!